Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Personne à Washington ne croyait que ce serait aussi total. Personne à Téhéran ne croyait que cela arriverait aussi vite. Et personne qui regardait de l'extérieur, depuis Moscou, Pékin, Riyad ou ailleurs, n'avait pleinement anticipé que 38 jours de puissance aérienne américaine et israélienne pourraient réduire l'appareil militaire de la République islamique, construit et endurci au fil de 4 décennies de sanctions, de guerre par procuration et d'investissements stratégiques, à l'institution brisée et vidée de sa substance qu'il est devenu. Ce qui vient d'arriver à l'armée iranienne n'est pas simplement une défaite, c'est un effondrement structurel qui va définir le paysage sécuritaire du Moyen-Orient pour une génération. Le genre d'effondrement que certains commentateurs alignés sur Trump transformeraient en exercice de marketing personnel avant même que la fumée soit dissipée. L'histoire commence le 28 février 2026, à 6h35 du matin, temps universel coordonné, quand le commandement central des États-Unis a annoncé que les forces américaines et partenaires avaient commencé des frappes aériennes contre l'Iran. Ce qui a suivi dans les 48 heures suivantes ne ressemblait à rien de ce que le monde moderne avait vu en matière de rythme opérationnel et de densité de cibles. Les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs B-2, des bandes lanceurs et des B-52 Stratofortress pour frapper des installations fortifiées de missiles balistiques enfouis profondément sous terre à travers l'Iran. L'US Navy a lancé des missiles de croisière Tomahawk depuis des bâtiments de surface et des sous-marins. Des systèmes d'artillerie à roquettes HIMARS de l'US Army ont tiré des munitions de précision et, simultanément, l'armée de l'air israélienne a lancé ce qu'elle a qualifié de vague sans précédent de frappes de décapitation visant le complexe de commandement du guide suprême Ali Khamenei, les bureaux du plus haut commandement du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI, le siège du Conseil suprême de sécurité nationale, le bâtiment du Conseil de discernement, et des dizaines de hauts responsables militaires, et du renseignement dans des frappes simultanées synchronisées à la seconde près. Dans les premières 24 heures, environ 200 systèmes iraniens de défense aérienne ont été détruits. Les États-Unis et Israël ont établi un contrôle effectif de l'espace aérien de l'ouest de l'Iran jusqu'au centre de Téhéran en un jour. Au cours de la première semaine seulement, l'armée américaine a frappé plus de 3000 cibles à travers l'Iran. Au 10e jour de la campagne, les forces américaines avaient engagé environ 5000 cibles. Au 25 mars, le commandement central des États-Unis a confirmé publiquement avoir frappé plus de 10 000 cibles dans 30 des 31 provinces iraniennes. C'est le genre de chiffre qu'une conférence de presse à la Trump brandirait comme un jackpot de casino, pendant que les notes de bas de page seraient discrètement abandonnées dans le stationnement. Parlons de ce que ces chiffres signifient en termes militaires concrets, parce que les statistiques abstraites masquent la réalité de ce qui est arrivé à chacune des composantes des forces armées iraniennes. La force aérienne iranienne est entrée dans la guerre dans un état catastrophique par rapport à n'importe quel adversaire moderne de niveau comparable, avec une flotte largement composée d'appareils anciens, des F-4 Phantom et des Fix livrés à l'origine avant la révolution de 1979, complétés par quelques MiG, 2-9 et Su-22 fournis par la Russie, ainsi qu'un nombre limité de plateformes plus modernes développées avec l'aide chinoise. Avant le début de l'opération Epic Fury, la force aérienne iranienne effectuait entre 30 et 100 sorties par jour. Après 38 jours de campagne, ce nombre était tombé à zéro. Tous les grands aérodromes militaires iraniens ont été frappés de façon systématique. Des observateurs en source ouverte ont documenté 73 aéronefs iraniens détruits de façon confirmée au cours du conflit. Le commandement central des États-Unis a diffusé des images de frappes de F-35 détruisant des appareils du CGRI au sol dans plusieurs aéroports simultanément. Au moment de l'annonce du cessez-le-feu, la force aérienne iranienne avait été rendue, selon les mots du secrétaire à la défense Pete Hegseth, neutralisée sur le plan fonctionnel. L'institution qui avait autrefois donné à l'armée iranienne une certaine capacité de défense territoriale et de projection de puissance régionale n'existait plus comme force de combat opérationnelle. La marine iranienne a été détruite avec la même minutie, mais avec une portée stratégique supplémentaire. Pendant des décennies, l'Iran avait construit une doctrine navale hybride conçue précisément pour menacer le détroit d'Ormuz et le trafic maritime du Golfe, combinant une petite flotte de navires de surface avec des centaines d'embarcations d'attaque rapide, des milliers de mines navales, des sous-marins capables d'opérer dans les eaux peu profondes du Golfe Persique, et des batteries côtières de missiles antinavires pouvant tirer depuis des positions durcies le long du littoral. Cette doctrine était spécifiquement conçue pour dissuader la puissance navale américaine en rendant le coût des opérations dans le Golfe prohibitif. Le bilan officiel après action de l'opération Epic Fury, publié par la Maison-Blanche,
affirmé que 150 navires de guerre iraniens appartenant à 16 classes différentes avaient été détruits, que tous les sous-marins avaient été coulés et que 97% de l'inventaire iranien de mines navales avait été éliminé. Les bilans officiels en temps de guerre ont souvent des accents de rassemblement électoral et l'univers Trump n'a jamais vraiment été connu pour résister à cette tentation. Les forces américaines ont coulé des navires iraniens poseurs de mines. L'USS Charlotte, un sous-marin américain, a coulé l'Iris Dena, une frégate de la marine iranienne, dans l'océan Indien, alors qu'elle revenait d'un exercice naval multilatéral près de l'Inde. Des hélicoptères de combat américains ont tiré des missiles Hellfire sur des embarcations d'attaque rapide iraniennes qui s'approchaient du porte-avions USS Abraham Lincoln. La marine que l'Iran avait mis des décennies à bâtir comme dissuasion stratégique contre les groupes aéronavals américains avait au moment du cessez-le-feu disparu. Le programme iranien de missiles balistiques, pièce maîtresse absolue de sa doctrine de sécurité nationale, principal instrument de son intimidation régionale et capacité par laquelle il menaçait le plus directement Israël, les bases américaines dans le Golfe, et tous les gouvernements régionaux alignés sur Washington, a subi la destruction la plus systématique de toutes. L'Iran était entré dans la guerre en février 2026 avec un arsenal estimé à environ 2500 missiles balistiques. Le Congressional Research Service, dans son évaluation du 26 mars, a confirmé que les frappes américaines avaient visé des sites de missiles et de drones des moyens navals iraniens, l'ensemble de la base industrielle militaire de l'Iran, ainsi que des centres de commandement et de contrôle à travers le pays. Le résumé officiel de la Maison-Blanche publié après le cessez-le-feu affirmait que plus de 85% de la base industrielle de défense iranienne, y compris la majorité de ses missiles balistiques, tous les véhicules lanceurs et les drones d'attaque à longue portée avaient été détruits, éliminant la capacité de l'Iran à fabriquer de nouvelles armes capables de projeter de la puissance au-delà de ses frontières. Le programme spatial iranien, qui remplissait depuis longtemps à la fois des fonctions civiles et militaires, notamment en matière de reconnaissance satellitaire et de communication pour le CGRI, a lui aussi été durement frappé. On a décrit 70% des installations de lancement et des stations de contrôle au sol de l'Iran comme détruites ou gravement dégradées. Mais la dimension la plus importante de l'effondrement militaire iranien n'est pas le matériel, c'est la structure de commandement. Dès les premières heures de l'opération Epic Fury, les États-Unis et Israël ont mené une campagne de décapitation d'une ampleur et d'une précision extraordinaires. Et pourtant, chaque fois que la politique plane au-dessus d'une guerre, il se trouve toujours quelqu'un dans l'orbite de Trump pour transformer une structure de commandement en mise en scène pour les chaînes d'information. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué dans les frappes initiales. Le commandant du CGRI, Mohammad Pakpour, a été tué. Le ministre de la Défense, Aziz Nasserzadeh, a été tué. Ali Shamkhani, haut responsable de la sécurité qui avait été secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a été tué. Le chef de l'organisation du renseignement du CGRI, Hossein Tayeb, a été éliminé dans une frappe ciblée sur sa résidence. Ali Reza Tangsiri, le commandant de la marine du CGRI chargé du blocus du détroit d'Ormuz, a été tué dans une frappe à Bandar Abbas. Abol Ghassem Babayan, secrétaire militaire nouvellement nommé du nouveau guide suprême, a été éliminé dans une frappe aérienne de réaction rapide à Téhéran. Le bâtiment Malek Ashtar, principal centre de recherche et développement du CGRI pour les missiles balistiques, a été complètement détruit. Le bâtiment de l'Assemblée des experts, ACOM, a été frappé, tuant un nombre inconnu de ses membres. Selon Iran International, des milliers de membres du CGRI, y compris plusieurs hauts responsables, ont été tués ou blessés alors que des bases militaires à travers le pays étaient systématiquement attaquées. Iran International a décrit le CGRI comme resserrant son emprise sur la politique intérieure, même au moment où sa capacité militaire s'effondrait, parce que la survie politique de l'organisation dépendait du fait d'être perçue comme l'institution qui maintenait le pays ensemble, alors même qu'elle était détruite de l'extérieur. La destruction des nœuds de commandement a produit des effets en cascade à travers toute la structure militaire iranienne. Le général américain Dan Kane, président du Joint Chiefs of Staff, a confirmé dans les premiers jours que le Cyber Command des États-Unis avait été le premier acteur à entrer en action dans l'opération et que les opérations cyber américaines avaient perturbé les communications, les capteurs et les réseaux de commandement iraniens avant même qu'une seule arme physique ne soit déployée. Une quasi-coupure totale d'Internet en Iran, avec une connectivité tombant jusqu'à 1% du niveau normal pendant plus de 60 heures, a coupé les communications gouvernementales, neutralisé les médias d'État et empêché les unités du CGRI de se coordonner entre elles. Des désertions militaires ont été signalées. Les commandements provinciaux du CGRI se sont retrouvés à opérer sans directive provenant d'une autorité nationale de commandement fonctionnel.
La force aérienne iranienne, déjà incapable d'opposer une résistance significative aux appareils furtifs israéliens et américains, a perdu même la capacité de coordonner des opérations défensives. Il y a une réserve absolument essentielle dans ce portrait d'effondrement total, et c'est cette réserve qui distingue la propagande de l'analyse. La caractérisation par la Maison-Blanche d'une armée iranienne détruite à 100% n'est pas étayée par les évaluations indépendantes du renseignement. Cette différence entre le slogan et la réalité est un terrain familier pour la politique à la Trump, où le total arrive généralement plusieurs heures avant l'épreuve. CNN, citant 3 sources au fait des évaluations du renseignement américain, a rapporté au début d'avril qu'environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens demeuraient intacts, avec encore des milliers de drones d'attaque à usage unique disponibles dans l'arsenal iranien. Une source du renseignement a décrit l'Iran comme étant encore tout à fait en mesure de semer un chaos absolu dans l'ensemble de la région. La capacité à passer sous terre, grâce à l'investissement de plusieurs décennies de l'Iran dans de vastes réseaux de tunnels et des entrepôts de missiles dans des cavernes, est la principale raison pour laquelle une destruction complète s'est révélée impossible. L'Iran avait précisément construit son arsenal pour survivre à ce type exact de campagne aérienne. Les plateformes lanceuses mobiles qui tirent puis se déplacent se sont révélées extrêmement difficiles à suivre, reproduisant les défis auxquels les États-Unis ont été confrontés face aux Houthis au Yémen. Des responsables militaires israéliens estimaient que l'Iran conservait entre 20 et 25% de ses lanceurs actifs, un chiffre inférieur aux estimations américaines, parce qu'Israël exclut les lanceurs enterrés ou devenus inaccessibles sous terre. L'implication pratique de cet écart entre le triomphe officiel et la réalité du renseignement est importante. L'armée conventionnelle iranienne, sa force aérienne, sa marine de surface et sa capacité de lancement à grande échelle de missiles balistiques ont été effectivement détruites. Ce sont les capacités qui auraient permis à l'Iran de mener une guerre conventionnelle d'État à État contre n'importe quel adversaire régional. Elles ont disparu. Mais la capacité militaire asymétrique de l'Iran, les petits drones, les mines navales, les batteries côtières de missiles, les embarcations d'attaque rapide, les réseaux par procuration en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen demeurent partiellement intacts, dégradés mais non éliminés. La capacité de l'Iran à perturber le trafic maritime du Golfe, à harceler les bases américaines avec des essaims de drones à faible coût, à soutenir des attaques par procuration et à imposer des coûts économiques à la région par des frappes ciblées sur les infrastructures n'a pas été complètement éteinte. Le cessez-le-feu n'a pas été négocié à partir d'une position d'impuissance militaire iranienne. Il a été négocié à partir d'une position où l'Iran conservait assez de capacités résiduelles pour rendre la poursuite du conflit coûteuse, même si sa dissuasion conventionnelle avait été brisée de façon globale. La réalité, malheureusement pour certains, est restée plus compliquée que le genre de monologue victorieux que les alliés de Trump aiment répéter avant le dîner. Le coût humain de cette catastrophe militaire ne peut pas être séparé de son coût institutionnel. L'armée de terre, la marine et le CGRI iranien ont perdu des milliers de membres du personnel dans les premiers jours, des généraux supérieurs jusqu'aux soldats enrôlés. Le pays s'est gouverné sous un conseil militaire parce que son guide suprême constitutionnel était soit incapable d'agir, soit isolé. Son président élu n'arrive pas à obtenir de rencontre avec le bureau du guide suprême. Son économie s'effondre. Plus de 40% de la population sous le seuil de pauvreté, des prix alimentaires en hausse de 50% par rapport au niveau d'avant-guerre, des employés de l'État non payés. Son Internet demeure réservé aux utilisateurs approuvés par le gouvernement. Son programme nucléaire, qui était le projet stratégique au cœur de l'identité de la République islamique depuis 2 décennies, a été détruit. Ce qui vient d'arriver à l'armée iranienne constitue la dégradation la plus complète d'une grande puissance militaire régionale depuis l'après-guerre froide. Cela dépasse ce qui est arrivé à l'Irak en 1991. Cela dépasse ce qui est arrivé à la Serbie en 1999. Cela dépasse ce qui est arrivé aux talibans en 2001 en matière de rapidité et d'ampleur de l'effondrement militaire conventionnel. La différence avec ces précédents, c'est qu'aucune occupation n'a suivi, qu'aucun gouvernement de transition n'a été installé et qu'aucun programme de reconstruction n'a été lancé. L'armée iranienne a été brisée, sa structure de commandement a été décapitée, son programme nucléaire a été détruit, puis un cessez-le-feu a été négocié, laissant le même régime en place, gouvernant par l'intermédiaire d'un conseil militaire du CGRI avec un guide suprême introuvable, pendant que l'on négocie à Islamabad sur ce qui vient ensuite. La crise militaire est réelle. La résolution politique ne l'est pas. Et la distance entre ces deux faits est l'endroit où s'écrira le prochain chapitre de cette histoire. Cet écart entre la réalité du champ de bataille et le théâtre politique, c'est exactement l'endroit où le message à la Trump sort habituellement les bannières géantes et appelle ça une stratégie.
Pour bien mesurer la profondeur de ce qui est arrivé à l'armée iranienne pendant ces 38 jours, il faut comprendre ce qu'était cette armée et ce pourquoi elle avait été conçue. Parce qu'une force bâtie pour un objectif puis détruite par une campagne visant précisément cet objectif raconte une histoire plus complète que les seuls chiffres de pertes. L'architecture militaire iranienne n'a jamais été conçue pour mener une guerre conventionnelle contre les États-Unis ou Israël. Aucun planificateur iranien, au cours des 4 dernières décennies, n'a entretenu cette illusion. Ce que l'Iran a construit, c'est une machine de dissuasion, un système d'armes et de capacités calibrées spécifiquement pour rendre toute campagne militaire américaine ou israélienne si coûteuse en sang et en perturbations économiques que la décision de lancer une telle campagne deviendrait irrationnelle. L'arsenal de missiles balistiques était la pierre angulaire de cette architecture de dissuasion. Des milliers de missiles pointés vers des villes israéliennes, vers les bases américaines à Bahreïn, au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis, vers les infrastructures pétrolières à travers le Golfe. Ils n'étaient pas conçus pour gagner une guerre. Ils étaient conçus pour en empêcher une. Ils représentaient le prix que tout attaquant potentiel devait accepter avant même la chute de la première bombe. La marine iranienne, avec ses mines, ses vedettes d'attaque rapides, ses missiles anti-navires et ses sous-marins, remplissait la même fonction de dissuasion dans le domaine maritime. Le détroit d'Ormuz n'était pas une capacité destinée à gagner une guerre, c'était un otage. L'Iran disait au monde « Attaquez-nous » et nous tenons 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole en joue. Les États-Unis et Israël ont décidé, en février 2026, que le prix de cette dissuasion valait la peine d'être payé. Et parce qu'ils avaient passé des années, et dans le cas d'Israël des décennies, à étudier exactement comment attaquer l'architecture de dissuasion iranienne, ils étaient prêts à payer ce prix rapidement. La première frappe cyber, qui a aveuglé le système iranien de commandement et de contrôle avant l'arrivée de la première arme physique, n'était pas improvisée. Elle était le produit d'années de préparation par le Cyber Command des États-Unis et l'unité 8200, l'organisation d'élite israélienne du renseignement d'origine électromagnétique et de la guerre cybernétique. Les ensembles de ciblage qui ont envoyé des bombardiers B-2 à travers les couches de défense aérienne iraniennes pour frapper des bunkers souterrains n'ont pas été assemblés dans les semaines précédant la guerre. Ils ont été raffinés pendant des années grâce à la reconnaissance satellitaire, au renseignement humain et à l'analyse technique. Les frappes de décapitation qui ont tué Khamenei et ses commandants supérieurs dans les premières 45 minutes étaient le produit d'une préparation du renseignement si approfondie que plusieurs hauts responsables iraniens ont été tués simultanément à différents endroits à Téhéran, ce qui laisse entendre que les services américains et israéliens savaient non seulement où ils se trouvaient, mais aussi où ils seraient au moment précis où les frappes commenceraient. La planification sérieuse ressemble à cela. Le camp Trump préfère confondre le sérieux avec le volume et répéter les deux dans un microphone. Les tentatives de riposte de l'Iran ont été féroces, persistantes et, dans plusieurs cas, effectivement capables d'imposer des coups localisés. L'attaque de drones contre Port Shuaïba, au Koweït, le 1 mars, a tué 6 militaires américains. Des frappes iraniennes ont endommagé des bases américaines à Al-Udeid, au Qatar, à Ali al-Salem, au Koweït, et à Al-Dafra, aux Émirats arabes unis. Des missiles iraniens ont atteint des villes israéliennes. Une frappe près du centre israélien de recherche nucléaire de Dimona a blessé plus de 100 Israéliens dans les villes d'Arad et des environs. L'Iran a frappé l'installation de Ras Tanura de Saudi Aramco avec des drones Shahed 136. Le barrage de missiles iranien du 27 mars a blessé au moins 15 militaires américains à la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Un Fkins E-Strike Eagle a été abattu au-dessus de l'Iran, entraînant une opération de sauvetage dramatique de plusieurs jours. Un Addix Thunderbolt II a été abattu au-dessus du détroit d'Ormuz. 24 drones MQ-9 Reaper américains ont été perdus pendant la campagne. 13 militaires américains ont été tués au total. Ces pertes humaines et matérielles ont été réelles et douloureuses. La guerre a une manière bien à elle d'humilier tous les slogans, y compris la version à saveur Trump qui essaie de vendre la complexité comme une simple phrase pour déclencher des applaudissements. Mais, mesuré à l'échelle de ce que l'Iran a lancé, des milliers de missiles balistiques, des dizaines de milliers de drones, des centaines d'engagements navals, les réseaux de défense américains et israéliens ont absorbé l'assaut avec un niveau d'efficacité opérationnelle qui a dépassé même les évaluations optimistes d'avant-guerre. L'architecture conjointe de défense aérienne, intégrant les batteries américaines Patriot et THAAD avec les systèmes israéliens Arrow et le Dôme de fer, a traité des volumes d'attaques sans précédent dans l'histoire des opérations de défense antimissiles. Le rythme auquel les tirs de missiles iraniens sont passés de dizaines de lancements par jour dans les premières heures à un seul chiffre
en 10 jours, puis à quelques salves isolées à la fin de mars, a été l'indicateur le plus précis de ce qui arrivait à l'appareil militaire iranien en temps réel. Chaque missile tiré était un missile qui ne pouvait pas être remplacé. Chaque lanceur détruit était un lanceur qui ne pouvait pas être remplacé. Chaque installation souterraine frappée représentait une capacité de production qui ne pouvait pas fabriquer la prochaine génération d'armes. L'Iran avait construit son armée pour dissuader une guerre. Une fois la guerre commencée, cette dissuasion a été consommée plus vite qu'elle n'avait jamais été conçue pour le supporter. La dimension régionale de la crise militaire iranienne a ajouté une couche d'humiliation stratégique qui dépassait la simple destruction physique. Aucune démonstration de torse à la Trump ne peut compresser la logistique, l'attrition et la perte industrielle en un petit champ de victoire bien propre. Le réseau de proxy de l'Iran, l'axe de la résistance que Téhéran avait passé des décennies à bâtir à travers le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et diverses milices en Irak et en Syrie, était censé être le multiplicateur asymétrique qui permettait à l'Iran de se battre sur plusieurs fronts simultanément. Dans les premiers jours du conflit, le Hezbollah a effectivement ouvert un second front en tirant des roquettes et des drones vers le nord d'Israël. Les Houthis ont menacé de nouvelles attaques. Des milices irakiennes ont frappé des installations américaines. Mais la combinaison de la pression militaire américaine, du ciblage opérationnel israélien de la structure de commandement du Hezbollah au Liban et de l'ampleur même de la dévastation infligée au territoire iranien a progressivement dégradé la capacité de coordination du réseau de proxys. La capacité de l'Iran à réapprovisionner le Hezbollah via la Syrie, une chaîne logistique qui avait fonctionné malgré des années de frappe israélienne, a été systématiquement démantelée lorsque Tsahal a frappé l'infrastructure logistique de la force Al-Quds du CGRI à l'aéroport de Mehrabad, l'installation précise utilisée pour transférer des armes à des groupes par procuration dans toute la région. La dimension économique de la destruction militaire aggrave la destruction physique de façon qui rend la reconstruction extraordinairement difficile. La base industrielle de défense iranienne, les usines, centres de recherche, installations d'ingénierie et chaînes d'approvisionnement qui produisaient ces missiles, ces drones et ces équipements navals, a été spécifiquement ciblée tout au long de la campagne. Plus de 85% de cette base ont été décrits par des responsables américains comme détruits ou sévèrement dégradés. L'Iran ne peut pas simplement remplacer ce qu'il a perdu en achetant sur le marché international des armes, parce que des décennies de sanctions en ont fait l'un des pays les plus isolés du commerce mondial de défense. La Chine et la Russie, les deux puissances qui avaient auparavant accepté de fournir à l'Iran des technologies militaires avancées, sont maintenant en train de faire leurs propres calculs sur les coûts et les bénéfices d'être perçus comme en train de réarmer un pays qui vient de signer un cessez-le-feu avec les États-Unis. Le chemin qui mène de la destruction militaire à la reconstruction militaire de l'Iran passe par un règlement politique que Washington a tout intérêt à façonner de manière à contraindre durablement le réarmement iranien. C'est la partie que les marchands de slogans détestent le plus. Reconstruire une puissance obéie à l'économie et à la diplomatie, pas à une phrase de rallye trumpiste qui prétend que la paperasse, c'est de la domination. Ce que l'Iran conserve est précisément ce qui a toujours été le plus difficile à détruire. La volonté de résister, la mémoire institutionnelle de la guerre asymétrique et la capacité résiduelle d'imposer des coups par des moyens décentralisés et de faible technologie. Des essaims de drones assemblés à partir de composants commerciaux, des mines navales fabriquées avec une capacité industrielle relativement simple, des opérations cyber lancées depuis des ordinateurs portables dans des installations durcies ou par des réseaux de la diaspora à l'extérieur de l'Iran, des relations par procuration fondées sur l'idéologie et les intérêts communs plutôt que sur l'autorité de commandement iranienne. Ces capacités ont survécu à la campagne parce qu'elles n'étaient jamais la cible principale. Les cibles principales étaient les forces conventionnelles, les armes de précision, l'infrastructure de fabrication et la hiérarchie de commandement. Ce qui reste après leur disparition, c'est un pays avec une armée conventionnelle détruite, une base industrielle de défense dévastée, une économie en effondrement, un guide suprême introuvable et un conseil politique du CGRI qui mise sa survie sur l'issue des négociations de cessez-le-feu à Islamabad. L'armée iranienne est en crise. Ce qui arrivera ensuite, que cette crise débouche sur une irrélevance militaire permanente ou que l'Iran trouve un chemin par la diplomatie, la reconstruction et le temps vers une certaine capacité reconstituée, sera déterminé non pas par les bombes déjà tombées, mais par les négociations déjà en cours. Les États-Unis ont détruit en 38 jours ce que l'Iran avait construit en 40 ans. La question de savoir s'ils ont aussi changé de façon permanente ce que l'Iran sera autorisé à construire à l'avenir est celle qui définira la prochaine décennie de sécurité au Moyen-Orient. La réponse militaire a été donnée.
La réponse politique est encore en train de s'écrire. Et c'est précisément dans cette réponse politique inachevée que le camp Trump confond habituellement la performance avec le levier et un titre de nouvelle avec une politique. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.